Assalamu alaikum, bonsoir et bienvenue dans notre chaîne et moi Ismaël Ahmed. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre discussion sur l'histoire de l'émergence de la monnaie en nous concentrant sur l'évolution du système monétaire international, de la monnaie marchandise aux métaux précieux. Après avoir contesté les inconvénients de la monnaie marchandise, les sociétés se sont tournées vers les métaux comme moyen de variation des biens. Elles ont d'abord utilisé les métaux non précieux comme le fer et le cuivre. Cependant, ces métaux présentaient de nombreux défauts. C'est-à-dire leur faible valeur relative, leur corrosion rapide, notamment pour le fer, leur poids élevé rendant leur transport et stockage difficile, leur manque d'homogénéité, ce qui compliquait leur évaluation. Par conséquent, les populations ont fini par adapter des métaux précieux comme l'or et l'argent en raison de leurs nombreux avantages, leur rareté, qui garantissent leur valeur, leur résistance à la corrosion, surtout leur facilité de façonnage et de transport, leur acceptation générale comme moyen d'échange. Donc, à l'époque, les premières pièces des monnaies ont été frappées en électrum. L'électrum, c'est un alliage naturel d'or et d'argent. Cette monnaie a été frappée au royaume de Lydie, Asie mineure, actuelle Turquie, sous les règnes du roi Croesus, vers 600 avant Jésus-Christ. C'est de là qu'est née la nécessité de centraliser les droits de bâtir monnaie. Dans l'Antiquité, ce droit était réservé au roi pour garantir la confiance dans la monnaie. Mais aujourd'hui, ce rôle est assuré par les banques centrales qui, seules, ont le pouvoir légal de mettre la monnaie officielle. À cause de ce système bimétallisme où l'or et l'argent circulent simultanément, les orfèvres jouent un rôle crucial. Ils conservaient l'or des clients contre rémunération, ils garantissent sa sécurité, ils émettaient des certificats ou récits représentant la quantité d'or déposée. Ces récits ont commencé à circuler comme substituts de l'or, marquant l'apparition des premiers billets de banque. Donc, les orfèvres ont ensuite observé que les gens préféraient utiliser les récits plutôt que l'or lui-même. Cela leur a permis de mettre plus de récits que l'or réellement détenu, c'est-à-dire créant ainsi un système à réserve fractionnaire. Parmi les problèmes rencontrés à ce système, c'est la loi de Gresham qui affirme que la mauvaise monnaie chasse la bonne hors de la circulation. Donc, ce problème est alors apparu avec la différence de valeur entre l'or et l'argent. Les gens ont commencé à thésauriser, c'est-à-dire épargner l'or, la bonne monnaie, et à utiliser l'argent, la mauvaise monnaie, pour les transactions courantes. Donc, ce déséquilibre a conduit progressivement à l'abandon du bimétallisme au profit du monométallisme basé uniquement sur l'or. Premièrement, dans la période 1876 jusqu'en 1914,
les mondes adoptent les principes de couverture métallique en or, appelés currency principle en anglais, connus sous le nom d'étalons or aussi. C'est-à-dire toute monnaie fiduciaire en circulation devait avoir son équivalent en or, détenu par les banques centrales, c'est-à-dire convertibilité totale. Les monnaies étaient convertibles en or, ce qui assure leur acceptation internationale. Cette discipline garantit une stabilité monétaire internationale. Et dans la période 1914-1925, avec la Première Guerre mondiale, les États ont suspendu la convertibilité de leur monnaie en or. Les billets ont continué à être émis sans couverture intégrale en or. Aussi, les dépenses de guerre ont conduit à un recours massif à la planche à billets, provoquant ce qu'on appelle l'inflation. Puis dans la période 1925-1931, plusieurs pays, dont les Royaumes-Unis, ont été un retour partiel à l'étalon or sous une forme modifiée appelée étalon d'échange or. Donc, les monnaies n'étaient plus convertibles directement en or, mais en devises étrangères comme les livres sterling ou les dollars elles-mêmes convertibles en or. Les réserves des banques centrales combinent désormais or plus devises étrangères. Puis, dans les dernières périodes du système 1931-1944, à partir de 1931, avec la Grande Dépression, la convertibilité en or est progressivement abandonnée. Le système monétaire s'oriente vers un modèle basé sur les crédits bancaires, parfois appelé banking principle. Cela signifie que la création monétaire dépendait davantage de l'octroi des crédits que de la détention d'or. Puis en 1944, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les principaux pays alliés se réunissent à Bretton Woods, États-Unis, pour établir un nouveau système monétaire international, ou un accord qui s'appelle l'accord de Bretton Woods. Les caractéristiques principales de ces accords sont les dollars américains deviennent la seule monnaie convertible en or au taux fixe de 1 once d'or est égal à 35 $. Les autres monnaies sont rattachées au dollar par des taux d'échange fixes avec une marge de fluctuation autorisée plus ou moins 1%. Les banques centrales étrangères peuvent échanger leurs dollars contre de l'or auprès de la Réserve fédérale américaine, Fed. Le Fonds monétaire international (FMI) était créé pour aider les pays à stabiliser leur monnaie. Donc, ce système place les États-Unis au cœur de la finance mondiale. Le dollar devient la principale monnaie de réserve d'échange international. Puis en 1970, les États-Unis manquent de l'or pour garantir la convertibilité. Donc, à partir de l'année 1960, les États-Unis connaissent une baisse de leurs réserves d'or, une multiplication du dollar en circulation dans le monde, une perte de confiance dans leur capacité à assurer la convertibilité. Et en 1971, le président Richard Nixon met un terme
à la convertibilité du dollar en or, marquant la fin officielle de Bretton Woods. Et en 1973, le système d'échange fixe est abandonné au profit d'un système d'échange flottant où la valeur des monnaies est déterminée par les marchés, ou bien le système pétrodollar en 1974. Donc après la fin de Bretton Woods, les États-Unis signent des accords stratégiques avec les pays producteurs de pétrole, notamment l'Arabie Saoudite, que le pétrole ne peut être vendu qu'en dollars, créant un système de pétrodollar. Les pays acheteurs doivent désormais obtenir des dollars pour importer du pétrole, renforçant encore le rôle du dollar comme monnaie mondiale. Donc ce système permet aux États-Unis aussi de bénéficier d'un synéréage monétaire. Ils peuvent émettre des dollars sans contrepartie réelle car la demande mondiale est soutenue par les achats de pétrole. Bien que le dollar continue de dominer les systèmes monétaires mondiaux, plusieurs critiques émergentes que le cours du pétrole est instable rendent le système vulnérable au choc énergétique, car le pétrole est une matière première, donc elle fluctue beaucoup. Le pouvoir monétaire américain est jugé excessif et injuste par plusieurs pays. À cause de ça, des blocs économiques émergents comme les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc., contestent la domination du dollar. Donc, ils diversifient les réserves d'échange, échangent de plus en plus en monnaie locale, proposent la création d'une monnaie commune ou des nouveaux systèmes de paiement international. Voilà, donc c'est notre cours aujourd'hui. بالنسبة للحسانية لا نخصص الفيديو العقبي مباشرة لأنه هو ما قديت نديره فيه باسكو يوتيوب عطاني لا اني ما نقدر ندير فيديو هو 15 مينيت، ما عرفت بوركوا. دونك قررت اني نعدل مباشرة الفيديو اللي عاقبني مباشرة ان شاء الله بالحسانية. دونك